Imaginez un instant, on termine son café à New York et 3h40 plus tard, on atterrit à Londres. Le tout pour environ 5 000 $. Ouais, c'est la promesse assez vertigineuse du vol supersonique de demain. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait une plongée approfondie dans cette fameuse renaissance de l'aviation civile supersonique en ce mois de mai 2026. Exactement. Et en épluchant notre pile de sources, que ce soit les derniers rapports aéronautiques ou les bilans financiers des startups, l'objectif est clair. Oui, montrer à ceux qui nous écoutent que c'est pas juste un Concorde 2.0, quoi. C'est ça, c'est un véritable champ de bataille à la fois financier, technologique et bien sûr écologique. Et on le voit bien dans les documents, cette bataille, elle commence par un mur colossal, l'argent. Ah oui, avant même de penser à la vitesse ou à l'aérodynamique, ces entreprises doivent trouver entre 2 et 3 milliards de dollars. Rien que ça. Et ça, pour financer un cycle de développement de 7 à 10 ans. C'est pas à la portée de tout le monde, et ça dicte complètement les règles du jeu. Ce qui explique pourquoi on estime le billet à 5 000 $. Il faut bien rentabiliser cet investissement massif. Ouais, c'est une sélection impitoyable. D'ailleurs, cette barrière financière a fait le tri. Exosonic, par exemple, a carrément dû fermer ses portes en novembre 2024. Faute de capitaux, ouais. Voilà. Et pour survivre et continuer à payer leurs ingénieurs, les autres startups opèrent des pivots industriels totalement stupéfiants. Ah, je suis bluffé par ça. Boom Supersonic vend désormais d'énormes turbines pour alimenter les centres de données d'intelligence artificielle. Et de son côté, l'Européen Destinus s'est relocalisé aux Pays-Bas pour vendre des missiles de croisière. Mais c'est ahurissant. C'est un peu comme si une marque de voitures de sport finançait ses recherches en vendant de l'équipement militaire et des serveurs informatiques. Le grand écart est total, hein. C'est la condition de survie. Mais bon, une fois l'ingénierie financée, la physique reprend ses droits. Et c'est là que ça devient fascinant. Oui, ce qui est fascinant ici, c'est l'approche radicale pour alléger les appareils. Prenons le S-112 de Spike Aerospace. Ils ont tout simplement supprimé les hublots de la cabine. Tous les hublots. Ouais, ça pèse trop lourd. Ils les ont remplacés par des écrans haute définition collés aux parois. Attendez une seconde. Enfermer des passagers à Mach 1,6 dans un tube en composite, sans aucune véritable fenêtre vers l'extérieur, c'est pas un cauchemar absolu pour les claustrophobes, hein. C'est sûr. Même si la physique l'exige, c'est un sacré pari sur la psychologie humaine quand même. C'est un vrai risque commercial. Je suis convaincu que ça va en freiner certains. Mais ce n'est rien comparé au défi du bruit. Surtout avec la levée de l'interdiction américaine de survol terrestre en juin 2025. Exact. Et la condition stricte, c'est de prouver que l'avion ne fait pas trembler le sol. Actuellement, le démonstrateur X-59 de la NASA prouve que c'est possible. Grâce à son design extrêmement allongé, c'est ça? C'est ça. Au lieu de générer une onde de choc massive sur le nez de l'appareil, il sépare les ondes de pression. Elles ne fusionnent jamais en un banc sonore. Résultat, on tombe à 75 décibels perçus. D'après nos notes, c'est l'équivalent du bruit d'une portière de voiture qui claque. Oui, on est loin du fracas du Concorde. Bon, on règle le financement, on dompte le bruit, la voie est libre, non? Pas si vite. Si l'on relie ça à la situation globale, résoudre le vacarme au sol ne règle malheureusement pas le problème au-dessus de nos têtes. Ah oui, l'altitude. Voler à Mach 1, 6 et 6 implique de grimper à 19 km d'altitude dans la basse stratosphère. Et là, l'environnement est totalement différent. Forcément, on est bien au-dessus des nuages habituels. Il n'y a plus de météo pour laver l'air ou dissiper les gaz avec la pluie. Donc les polluants y stagnent 20 fois plus longtemps. Et au-dessus de 17 km, les oxydes d'azote, les fameux NOx, détruisent la couche d'ozone. Pourtant, l'industrie met beaucoup en avant les carburants d'aviation durable, les fameux SAF, non? Oui, alors ils annulent le bilan carbone, c'est vrai. Mais leur combustion produit toujours des NOx et de la vapeur d'eau. Et à cette altitude, l'air est raréfié et glacial. La vapeur d'eau ne retombe pas du tout. Non, elles forment des nuages de glace artificiels. Qui agissent un peu comme une couverture qui piège la chaleur de la Terre, devenant un puissant gaz à effet de serre. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? On repousse les limites de l'aérodynamique, on trouve l'argent, on élimine le bruit, mais la technologie ne peut pas négocier avec la chimie atmosphérique. C'est imparable. En résumé, la viabilité de ces avions est quasiment acquise sur le papier aujourd'hui. Mais le fragile équilibre de la stratosphère reste la grande limite. Ce qui amène une question vertigineuse pour clore notre plongée du jour. Si la chimie même de la stratosphère rend toute combustion nocive à 19 km d'altitude, le véritable mur infranchissable pour les futurs voyageurs n'est-il pas la composition de notre atmosphère, bien plus que le mur du son?